pour nous les Africains parce que tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, à la fois politiques, économiques, sécuritaires et autres, sont en partie liés à cette situation qui a été créée par les puissances coloniales d'alors qui nous ont euh, colonisés. Euh, Parler de nationalité en Afrique, c'est parler d'un problème qui est une invention étrangère parce que les Africains d'avant, la période coloniale, euh, appartenaient à des communautés, appartenaient à des ethnies, mais se voyaient tous en tant qu'Africains. Ils ne se voyaient pas ressortissants d'un pays, un tel, ou ressortissants d'un autre pays. En Afrique de l'Ouest, que je connais le mieux, on avait plusieurs empires, dont l'un des plus prestigieux est l'Empire du Mali, qui était composé de plusieurs petits États, mais on n'a jamais senti la domination d'une ethnie par rapport à l'autre ou la domination d'un gouvernement par rapport à l'autre. Et tous se considéraient comme des Africains. Et donc, la colonisation, avec ses règles, avec ses principes, est venue imposer un certain nombre de choses, à commencer par la frontière. La conférence de Westphalie a créé la frontière telle qu'on la connaît aujourd'hui en Europe et dans le monde, alors que avant cette imposition de la frontière avec la conférence de Berlin en Afrique, on avait une notion totalement différente de ce qu'est la frontière. Pour nous, la frontière, c'était la colline, la frontière, c'était le fleuve, la frontière, c'était la forêt. Et, et donc, le fait que on nous ait imposé ces règles-là a créé beaucoup de problèmes en Afrique dont nous subissons encore aujourd'hui les conséquences. Pour vous donner un aperçu des problèmes de nationalité que nous connaissons aujourd'hui en Afrique, je vous parlerai du travail que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a réalisé ces dernières années sur les questions de nationalité. Vous tous savez que en 1981, les États africains se sont dotés d'une charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est le traité fondateur de la protection des droits de l'homme et des peuples sur le continent africain. Cette charte, qui a plusieurs dispositions traitant des questions des droits de l'homme et des droits des peuples, qui impose même des obligations aux individus, aux communautés et aux États, n'avait pas de disposition sur la nationalité. Je dois préciser que le premier draft qui a été préparé par feu le juge Kebambaï, qui est l'auteur principal de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, contenait une disposition sur la question du droit à la nationalité. Mais cette disposition a été éliminée dans le texte final sans que nous puissions savoir pourquoi, parce que la charte africaine ne dispose malheureusement pas de travaux préparatoires. Africaine, dans ses activités de protection des droits de l'homme, a été saisie à plusieurs reprises de questions concernant la nationalité. La première affaire qui a été portée à la connaissance de la Commission africaine, c'est une affaire concernant un citoyen botswanais du nom de John Modise contre son propre pays, parce que le jour où John Modise a décidé de créer un parti politique pour s'opposer au gouvernement d'alors, on a trouvé que John Modise, étant né en Afrique du Sud, étant né dans la ville de Cape Town, que John Modise ne pouvait pas prétendre être un citoyen du Botswana. Je peux continuer les exemples en vous parlant du cas emblématique de Kenneth Kaunda, qui a été président de la République de la Zambie, père fondateur de ce pays, qui a géré ce pays pendant plus de 27 ans et qui, après avoir perdu le pouvoir, a failli perdre
sa nationalité puisque son successeur avait décidé que Kenneth Kaunda n'était pas zambien à l'origine, qu'il venait du Malawi et qu'il devait retourner au Malawi. Il a fallu vraiment la mobilisation euh, de beaucoup de juristes et d'avocats en Zambie pour que Kenneth Kaunda ne voit pas sa nationalité lui être retirée. Euh, J'aurais pu continuer de multiplier les exemples et dans toutes ces affaires que la Commission africaine a connues, la Commission avait de la difficulté à régler le problème parce qu'il n'y avait pas de dispositions spécifiques concernant euh, la nationalité. Donc, la Commission était obligée d'utiliser d'autres dispositions de la Charte africaine, notamment des dispositions relatives à la question du respect de la dignité humaine, des dispositions relatives à l'identité juridique des personnes pour vraiment régler cette problématique-là. Et vous savez que après que la Commission ait essayé de trouver des solutions à ces cas individuels, on a commencé, notamment lorsque certaines crises politiques se sont transformées en crise de la nationalité, comme notamment la crise ivoirienne et la crise que la Côte d'Ivoire a connue dans les années 2000, qui a concerné des millions d'Ivoiriens qui se sont vus dénier leur nationalité. La question est devenue maintenant plus systémique, la question est devenue plus centrale et il fallait que la commission fasse quelque chose pour trouver une solution à ce problème. D'autant plus que en Côte d'Ivoire, par exemple, euh, quelqu'un comme Guillaume Soro avait dit qu'il ne rendrait les armes que lorsqu'on lui donnera sa carte d'identité. Donc, vous voyez que ce problème était devenu un problème central, un problème complexe auquel il fallait trouver une solution. Alors, puisque dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a une disposition qui permet à la Commission africaine de vraiment euh, proposer des traités additionnels au texte fondateur pour mieux protéger les droits de l'homme. La Commission africaine a décidé alors de, de vraiment créer un groupe de travail pour examiner la problématique de la nationalité et une fois cette problématique de la nationalité examinée, et essayer de proposer aux dirigeants étatiques africains de vraiment considérer ou bien voir la possibilité d'élaborer un traité spécifique aux questions de nationalité. Il y a de cela presque 10 ans. Euh, et cette question a aussi été discutée à un moment où les Nations Unies étaient dans une période de décade de la euh, lutte contre l'apatridie, une décade d'éradication de l'apatridie. Et la Commission avait alors décidé de travailler avec le HCR pour essayer de trouver une solution à cette problématique-là en travaillant avec le HCR sur la question de l'éradication de l'apatridie. Parce que chaque fois qu'on parle de nationalité, il faut aussi parler d'apatridie et je viendrai là-dessus plus tard pour, euh, voilà, pour régler cette problématique de l'apatridie parce que c'est une question d'une importance capitale dans la discussion. Euh, donc, la décision politique avait été prise de travailler pour l'adoption d'un traité. La Commission a mis en place comment dirais-je encore, un groupe de travail pour aller dans cette direction. Maintenant, la question qui se posait était celle de savoir, mais comment traiter les problèmes de nationalité? La Commission, dans sa sagesse, a décidé de faire une étude sur les problèmes de nationalité en Afrique
et que sur la base de cette étude sur les questions de nationalité, elle allait proposer une démarche, une approche pour vraiment trouver une solution à ces problématiques-là. Alors, comme je le disais, donc la commission a mis en place un groupe de travail. Le groupe de travail devait vraiment, sur la base de l'étude que la commission a réalisée, proposer une démarche. Dans l'étude que la commission africaine a réalisée, il y a eu un certain nombre de problèmes qui ont été identifiés et qui expliquaient pourquoi la question de la nationalité était une question spéciale en Afrique. Il y a d'abord le fait qu'en Afrique, on a été colonisé par différentes puissances coloniales qui ont leur propre approche de la nationalité. La nationalité dans l'approche anglaise est différente de la nationalité dans l'approche française, qui est aussi différente de la nationalité dans l'approche portugaise. En plus de ça, vous avez en Afrique des pratiques sociétales qui sont des pratiques anciennes, comme par exemple le pastoralisme, qui concerne un quart de la population africaine, c'est-à-dire à peu près 600 millions, plutôt 400 millions d'Africains, qui sont des pratiques qui posent des problèmes à la nationalité parce que pastoraliste peut quitter, un éleveur peut quitter la Mauritanie pour aller jusqu'au Soudan et retourner du Soudan à la Mauritanie dans un cycle de travail qui va prendre 10, 6, 8 ans. Et pendant cette période-là, il peut avoir des enfants et tout. Quelle sera la nationalité de ces enfants-là? Ça peut poser problème. Il y a un troisième problème, c'est l'introduction de l'état civil dans nos pays pendant la période coloniale. Et cet état civil-là permettait d'identifier les personnes, mais cet état civil n'était pas développé dans tous nos pays de manière à prendre en compte tous nos citoyens. Vous avez des pays où l'état civil existe pour 3%, ou dans des pays, vous avez l'état civil jusqu'à 80%, et dans des pays comme l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, aujourd'hui où l'état civil a atteint un pourcentage de 100% de la population qui a l'état civil. Donc ça également, ça pose des problèmes sérieux et ça permet de comprendre pourquoi on a des problèmes de nationalité. Dernier grand problème que je soulignerai, c'est la question des frontières. Les frontières telles que nous les connaissons ont été des créations coloniales et beaucoup de ces frontières-là ont été tracées euh, à Berlin lors d'une conférence et dont la matérialisation sur le terrain pose problème. Euh, S'y ajoute que seulement 18%, d'après l'Union africaine, des frontières ont été réellement matérialisées sur le terrain dans le territoire. Donc, 80% des frontières africaines ne peuvent pas être délimitées clairement sur le terrain, ce qui pose beaucoup de problèmes sérieux lorsqu'il s'agit maintenant de déterminer les populations, surtout dans les zones frontalières. Donc, et d'ailleurs, une dizaine d'affaires ont été examinées au niveau de la Cour internationale de la justice concernant des affaires de frontières entre pays africains. Et, et ces, ces, ces affaires-là ont atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, euh, il était vraiment important pour les États africains de régler ces questions de frontières parce que ce sont ces questions de frontières-là qui permettaient de trouver des solutions aux problèmes euh, politiques ou aux problèmes sécuritaires que certains de ces États-là rencontraient. Donc, le tout dans tout, on avait des difficultés dans l'identification de nos concitoyens à cause des lois que nous avions, mais on avait aussi dans la pratique un certain nombre d'éléments qui faisaient que
une bonne partie de la population africaine ne pouvait pas revendiquer son appartenance à un État, parce que le droit à la nationalité, c'est le droit d'appartenir à un État. Le travail que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a fait en une dizaine d'années, c'était d'essayer de prendre en charge toutes ces problématiques-là que j'ai essayé d'évoquer et d'organiser une série de rencontres qui permettaient de régler ces problèmes. Ces séries de rencontres ont eu lieu à l'échelle des experts, ensuite à l'échelle des gouvernements, et il a fallu euh, une conférence de comité technique spécialisé au niveau de l'UA pour vraiment régler définitivement le problème du contenu du document. Et je dois vous avouer, pour avoir participé à toutes ces conférences, il a été extrêmement difficile d'adopter certaines dispositions parce que les États considéraient que les questions de nationalité, ce ne sont pas des questions de droits de l'homme, mais que les questions de nationalité étaient des questions de souveraineté. Alors que vous tous et moi savez que depuis 1948, avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la question de la nationalité a quitté le champ du droit international classique pour entrer dans le champ du droit international des droits de l'homme. Donc, cet élément-là me paraît un élément central dans la discussion et c'est ce qui explique aujourd'hui que l'Afrique ait fait des progrès. Si je dois me résumer actuellement pour vous dire que ce traité qui a été adopté par les États africains il y a exactement 2 ans, en 1923, en 2023, pardon, est un traité qui décolonise le droit africain de la nationalité, puisque toutes les règles qui existaient avant et qui étaient des règles d'essence coloniale vont être remplacées par des règles que les États africains se sont données eux-mêmes. Deuxièmement, le traité qui a été adopté avait pour finalité de vraiment travailler pour éradiquer l'apatridie, pas seulement parce qu'on se trouvait dans le cadre de la décennie que le HCR avait dédiée à l'éradication de la nationalité, parce que les États africains avaient eux-mêmes intérêt à ce que l'on euh, éradique les questions d'apatridie pour éviter les millions de morts à la suite des crises que cela a occasionné. Je parlais de la Côte d'Ivoire, mais il y a eu beaucoup de crises frontalières qui ont été posées par ces questions de nationalité. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer de vous montrer en quoi le traité que les États africains ont adopté euh, est un apport fondamental au droit international de la nationalité. Et deuxièmement, comment les États africains entendent éradiquer l'apatridie à travers ce traité. Alors, s'agissant de l'apport du traité, du protocole au droit international de la nationalité, je vous parlerai d'abord des principes généraux que le traité a adoptés. Alors, s'agissant des principes généraux, je pense que c'est là où il y a une première spécificité africaine parce que, en même temps que le traité dit que chaque État détermine, conformément à son droit interne, qui sont ses ressortissants, le traité dit que cette détermination se fait aussi dans le respect des principes du droit international généralement reconnus en matière de nationalité. Et que tout individu a droit à une nationalité, que nul ne peut être privé ou se voir refuser arbitrairement la reconnaissance de sa nationalité, ni le droit de changer de nationalité, et que des mesures individuelles et collectives doivent être prises pour éradiquer l'apatridie et faire en sorte que toute personne ait droit à la nationalité d'au moins
un État avec lequel il a un lien approprié. Et dans les principes généraux, il est aussi indiqué pour ce qui concerne la nationalité de l'enfant, l'intérêt supérieur de celui-ci doit être la considération primordiale. Bien sûr, quand on parle de nationalité, il y a toujours le point central de la discrimination. Et ici, l'Union africaine dit qu'aucune discrimination qui soit fondée sur la race, l'ethnie, la couleur, la langue, l'origine nationale ou sociale n'est permise en ce qui concerne la nationalité, à l'exception d'un certain nombre de règles d'ordre public et des dispositions du présent traité. Parce que, puisqu'il s'agit de la nationalité, les États ont considéré que dans certains cas, un État, même s'il est obligé d'accorder la nationalité à quelqu'un, peut restreindre l'exercice de cette nationalité-là au niveau interne, comme par exemple avoir des positions politiques à un certain niveau, accéder aux forces de sécurité et autres. Donc, cette limitation à l'accès aux fonctions et aux professions euh, sont clairement établies par le texte. Et le texte aussi met en place des règles spécifiques pour la privation de la nationalité à des personnes auxquelles elle a été attribuée. Donc, tout cela est vraiment bien encadré. Maintenant, là où le texte vraiment euh, décolonise le droit africain, c'est d'abord euh, sur les questions d'attribution de la nationalité et sur les questions d'acquisition de la nationalité. Vous savez que de ce point de vue-là, les textes qu'on avait dans beaucoup de nos pays parlaient de nationalité d'origine ou de nationalité. Ici, on a considéré que désormais, qu'il n'y a que deux voies pour vraiment être le national d'un pays. Un, ou bien la nationalité est attribuée automatiquement à un individu, ou bien une personne peut acquérir la nationalité selon des conditions. Alors, s'agissant de l'attribution de la nationalité, euh, euh, les questions qui sont vraiment importantes à ce niveau-là, l'attribution automatique, c'est la naissance sur le territoire, c'est la présomption concernant un enfant trouvé sur le territoire, mais c'est aussi la naissance hors du pays euh, d'un enfant dont les deux parents sont, ou dont l'un des parents, pardon, est déjà ressortissant d'un pays. Donc, de ce point de vue-là, euh, il n'y a pas vraiment de changement considérable, sauf à mentionner le fait que pour la première fois dans ce traité, ce qu'on appelle le double ius soli, c'est-à-dire une personne n'ayant pas la nationalité d'un pays, mais qui donne naissance à un enfant dans un pays où sa mère est née, cet enfant-là automatiquement obtient la nationalité du pays à sa majorité. Ça également, c'est vraiment une nouveauté en droit international africain de la nationalité. Les règles d'acquisition de la nationalité sont les mêmes. Il s'agit de l'adoption, il s'agit de la naissance dans le pays et la résidence jusqu'à la nationalité, jusqu'à la majorité. Il s'agit de la naturalisation et il s'agit du mariage. Ça, on ne change vraiment pas grand-chose là-dessus. Troisième catégorie importante de règles, c'est la nationalité des populations nomadiques et transfrontalières. Comme je vous l'avais dit, on a énormément de populations nomadiques dans nos pays et il fallait qu'on règle la question de la nationalité dans ces pays-là, puisque ces personnes ont un mode de vie pastoral et dont les mouvements traversent les frontières des pays. Et on a aussi la situation des personnes qui appartiennent à des populations transfrontalières. Si une frontière n'est pas clairement délimitée, comment on peut déterminer que cette personne appartient à tel pays ou tel autre pays? Il y a des règles que l'on doit mettre en place. Et parmi
l'élément fondamental dans toutes ces questions que je viens d'évoquer, c'est la notion de lien approprié. Quel est le lien, quels sont les éléments qu'on doit mettre en œuvre pour montrer que telle personne a un lien plus approprié avec un pays A par rapport à un pays B, à un pays B. Alors, les facteurs que l'on tient en compte lorsqu'il s'agit de la preuve de ce lien approprié, c'est le lieu de naissance, c'est le lieu de mariage, c'est la résidence renouvelée dans le même pays, c'est la présence des membres de sa famille dans ce lieu, c'est l'exploitation de culture sur une base annuelle dans ce pays, c'est les points d'eau, c'est les lieux de pâturage saisonnier, c'est le site ou caveau d'inhumation familiaux, c'est les témoignages des autres membres de la communauté et c'est des faits de notoriété publique qui, qui sont attestés par les autorités compétentes et c'est également la contribution de la personne à l'état dans lequel il vit. Donc, voilà un certain nombre de règles. Si elles sont appliquées, permettra de régler la situation et des personnes et des populations nomadiques et des personnes vivant sur de, 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 vivant dans les zones transfrontalières. Quatrième catégorie de règles concernant la nationalité qui est réglée, c'est euh, les règles concernant la preuve de la nationalité. Et là, on revient au système juridique qu'on a hérité des anciennes puissances coloniales. Vous savez que quand vous êtes du système de droit civil, français notamment, le certificat de nationalité, c'est la preuve qu'on a la nationalité, mais pas la carte d'identité nationale. Dans le système anglophone, vous n'avez pas le système de certificat de nationalité. Vous avez, pardon, selon les pays, des modalités. Il y a certains pays où on demande des affidavits, dans d'autres pays où on ne demande pas des affidavits, c'est le passeport qui est le document. Et donc, il fallait trouver ici un dénominateur commun qui permet à nos États de régler les questions de preuve de la nationalité. Donc, mais pour que ces preuves de la nationalité-là puissent être délivrées, encore faut-il qu'on règle un certain nombre de problèmes. Le problème de l'enregistrement des naissances. Euh, et cette question de l'enregistrement des naissances est au cœur de la question de la patrie. Donc ici, on pose la règle du droit d'un individu à l'enregistrement de sa naissance et de l'obligation pour les autorités consulaires hors du pays à vraiment enregistrer les naissances de citoyens qui viennent de leur pays. La charge de la preuve est aussi euh, modifiée puisque ce n'est plus à l'individu de dire qu'il est le national, c'est à l'État qui lui dénie la nationalité de prouver que l'individu n'est pas un national. Ça également, c'est vraiment un élément important. Un élément important aussi sur la question de la preuve de la nationalité, c'est qu'on instaure le droit de tout individu à avoir un document d'identité. Et c'est à l'État maintenant de déterminer ce document d'identité. Mais l'individu a droit, chaque fois qu'il est le national d'un pays, à avoir un document d'identité. Peut-il être un certificat de nationalité comme les pays francophones? Ça, c'est à l'État de le décider. Mais dans tous les cas, l'État doit donner, identifier un document qui est le document d'identification de la personne. Euh, un des points aussi qui est lié euh, à l'histoire coloniale de nos pays, c'est que dans certains pays, surtout les pays francophones, encore une fois, toutes les questions qui sont liées à la nationalité sont des questions qui sont gérées par la justice. La justice en tant qu'administration, mais la justice en tant que cour de justice qui règle les affaires. Alors que dans les pays anglo-saxons, enfin de droit, de common law, c'est des questions administratives qui sont réglées par l'administration. Or, on sait que
quand une administration gère une situation, il y a de l'abus qui peut en résulter, alors que quand c'est le système judiciaire qui gère un dossier, il y a moins d'abus, il y a moins de possibilités d'abus. Donc ici, l'idée, c'était de ramener tout le monde vers le système judiciaire, que toutes les questions liées à la nationalité soient gérées en l'administration en premier lieu, mais en dernier ressort par euh, le contentieux de la nationalité devant les juridictions, et qu'il y ait aussi des procédures plus ou moins contentieuses pour la détermination de la nationalité et de la lutte contre l'apartheid. Donc vous voyez que vraiment ces questions-là sont encadrées de telle sorte pour que la question de la nationalité soit traitée avec beaucoup plus de sérieux et soit traitée avec moins d'arbitraire, surtout en ayant recours aux institutions judiciaires. Les questions de perte et de privation de la nationalité ont aussi été examinées. Par perte, on entend le fait qu'on n'ait pas la nationalité de manière, perdre ça de manière automatique, et la privation qui est toujours une décision judiciaire qui sera prise par une autorité. Alors, ici, on essaie d'encadrer euh, comment une personne peut renoncer à sa nationalité, comment une personne peut perdre sa nationalité, comment une personne peut être privée de sa nationalité, mais comment aussi une personne, dans certaines circonstances, peut réintégrer euh, sa nationalité, peut recouvrer sa nationalité, pour ainsi dire. Donc, toutes ces questions-là sont réglées et peut-être, si vous voulez, on viendra dans le détail. Cinquième point important dans le contexte africain lorsqu'on parle de question de la nationalité, c'est cette situation qui est née vraiment de façon très récente en Afrique de euh, la séparation de la division d'un certain État en deux. Vous savez que l'Érythrée s'est séparée de l'Éthiopie, le Soudan du Sud s'est séparé du Soudan, une bonne partie du territoire nigérian a été rétrocédée au Cameroun à travers l'affaire qui opposait le Nigeria et le Cameroun dans l'affaire de Bakassi. Donc, dans toutes ces situations, on se retrouve dans un cas juridique qui, jusqu'à présent, n'a pas été traité par le droit international de façon spécifique. C'est-à-dire, il n'existe pas de règle du droit international qui traite la nationalité des personnes en cas de succession d'État. Bien sûr, il y a les travaux de la Commission du droit international des Nations Unies sur le droit à la nationalité dans le cas de succession d'État. Mais ça, jusqu'à présent, ce n'est pas du hard law. Ce n'est pas un traité. C'est juste des travaux de cette commission qui ont été faits. Or, l'Afrique a commencé à vivre ces situations. Dans le cadre du territoire de Bakassi, par exemple, il y avait des centaines de milliers de personnes qui vivaient sur le territoire de Bakassi, qui étaient des Nigérians, qui refusent euh, d'adopter la nationalité camerounaise, bien que le territoire ait été retrocédé au Cameroun. Comment régler ce genre de situation? Et je vous dis, aujourd'hui, on a deux cas de séparation, mais personne ne sait demain s'il y a des cas de s'il y aura encore des cas de séparation. Regardez mon regard, suivez plutôt mon regard vers les crises que l'on connaît aujourd'hui, où dans beaucoup de situations, les gens réclament la séparation avec des États et autres, et cela crée des situations. Heureusement que le protocole essaie de régler ces situations euh, en formulant la nationalité en cas de succession de cette manière-là. Il faut d'abord que euh, un État partie adopte des règles de procédure pour faciliter la reconnaissance de la nationalité des personnes qui avaient la nationalité d'un État prédécesseur pendant la période de transition consécutive à la
succession d'État en se fondant sur un certain nombre de principes. Le principe premier est que toute personne qui avait la nationalité d'un État prédécesseur a la nationalité d'au moins un des États successeurs. Si vous prenez le cas du Soudan et du Sud-Soudan, c'était le Soudan. Donc, en cas de création du Sud-Soudan, euh, les personnes qui vivaient sur le territoire du Soudanais peuvent avoir la nationalité ou du Sud-Soudan ou du Soudan. C'est aux États maintenant de décider de cette question. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur un territoire touché par la succession d'États sont aussi réputées acquérir la nationalité de l'État successeur concerné à la date de la succession, sauf un accord contraire entre les États concernés. Ça également, c'est quelque chose qui va de soi. Troisième possibilité, les personnes remplissant les conditions d'acquérir la nationalité de deux États successeurs ou plus doivent, lorsqu'ils ne sont pas concernés à détenir les deux nationalités, bénéficier d'un droit d'option. Vous savez que, par exemple, les Soudanais ont le droit d'avoir deux nationalités. Mais dans le cas de la succession entre le Soudan euh, et le Soudan du Sud, euh, le Soudan a décidé que sa double nationalité ne s'applique pas à la situation des personnes du Sud-Soudan. Donc, vous voyez que cette question-là devrait donc être réglée par les pays pour permettre aux gens d'avoir une option. Ou bien ils optent pour le Soudan, ou bien ils optent pour le Soudan du Sud. Alors, dans tous les cas, le texte dit que les États doivent vraiment travailler ensemble pour aussi tout mettre en œuvre pour que la volonté de la personne soit vraiment respectée, prise en compte dans la détermination de sa nationalité. Alors, voilà grosso modo les règles concernant la nationalité. Bien sûr, il y a toutes les règles de procédure relatives à la nationalité, mais qui sont vraiment pas aussi importantes que les questions que je viens d'apporter. Maintenant, il y a la question relative à l'éradication de l'apatridie. Et cette question de l'éradication de l'apatridie a été traitée par le protocole de plusieurs manières. Première règle fondamentale que le protocole a mise en place, c'est la règle de l'interdiction de la privation arbitraire de la nationalité. Euh, une privation arbitraire de droit, les actes arbitraires d'annulation, de non-renouvellement, de confiscation ou de destruction arbitraire des documents importants de la personne, et aussi euh, qu'il n'y ait pas d'arbitraire en cas de succession d'État. Vous savez, beaucoup de nos situations, beaucoup de situations d'apatridie que nous constatons aujourd'hui en Afrique sont en grande partie liées à des pratiques arbitraires des États. Et donc, cette question de l'interdiction de la privation arbitraire de la nationalité est vraiment le premier élément, l'élément le plus important lorsqu'il s'agit de régler de cette question. Il s'agit de traiter de cette question de la patrie. Deuxième élément important, vous savez, pour que euh, les questions d'apatridie soient traitées, il faut qu'il y ait des États qui travaillent ensemble, des États qui collaborent ensemble, des États qui collaborent de manière collective ou des États qui collaborent de manière bilatérale. Par exemple, il y a un exemple que je peux citer, la Namibie et l'Angola ont créé une commission qui a fait le tour, qui a suivi toute la frontière entre la Namibie et l'Angola pour déterminer dans chaque village la nationalité des personnes qui habitaient sur ce village-là, dans ce village-là. Ça, c'est ce genre d'élément qui est important pour trouver une solution à des questions d'apatridie. Parce que
À ce moment-là, à la frontière entre les deux pays, quand on aura réglé ces problèmes, on évitera dans le futur des difficultés. Et ces difficultés-là peuvent souvent conduire à des crises aiguës entre les États. Et la coopération bilatérale et la coopération multilatérale sur les questions de nationalité est aujourd'hui consacrée même lorsqu'il s'agit de droit de la succession d'États dans le cadre de ce protocole-là. Il faut que les États travaillent ensemble pour trouver la solution, mais aussi pour faire respecter la volonté de l'individu. Alors, en plus de la coopération entre les États, il est ici promu une coopération entre les États et les institutions internationales. Vous savez que, par exemple, une organisation comme le Haut Commissariat aux réfugiés a un mandat international de protection des apatrides, mais a aussi un mandat de travailler pour l'éradication de l'apatride. En mettant dans le texte une disposition relative à cette coopération, euh, le traité favorise la recherche de solutions à la situation de ces personnes qui sont dans une situation d'apatridie. Puisque l'apatridie, de manière globale, concerne souvent les enfants, le traité a vraiment mis en place des dispositions vraiment intéressantes, importantes pour une protection spéciale qui serait accordée à l'enfant. D'abord, en termes de non-discrimination, ensuite en termes d'attribution de l'enfant, surtout l'enfant trouvé sur le territoire, l'enfant dont les parents, qui est sans parents, en termes d'acquisition de la nationalité de l'enfant, il est même, euh, je ne voulais pas entrer dans les détails des situations où on permet à l'enfant qui a la possibilité d'avoir plusieurs nationalités, d'attendre sa majorité pour choisir la nationalité qui correspond le mieux à son histoire, qui correspond à sa trajectoire personnelle et qui correspond aussi à ses vœux. Il y a également des règles concernant l'enregistrement des naissances de l'enfant. Bon, ce n'est pas le premier traité qui en parle, puisque la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant parle déjà dans son article 6 de l'enregistrement des naissances. Mais ici, l'idée, c'est de renforcer cette disposition-là et d'en faire vraiment une obligation fondamentale de nos États. La protection des enfants non accompagnés et séparés de leur famille est aussi euh, réglée dans ce texte-là, tout comme est réglée la question de, de l'absence de lien entre la perte de la nationalité d'un parent et la perte de la nationalité d'un enfant. Un père, par exemple, des parents qui ont été naturalisés, peut-être peuvent perdre leur nationalité, mais cette perte de la nationalité du parent peut ne pas affecter la nationalité de l'enfant, ne doit pas affecter la nationalité de l'enfant. Et c'est cette règle-là qui est posée par le protocole. Le protocole met également en place des procédures d'identification des apatrides. Un apatride ne peut pas être expulsé pendant la période de procédure judiciaire relative à la nationalité. Euh, un apatride régulièrement présent sur le territoire ne peut pas aussi être expulsé. Et ces règles-là sont vraiment importantes parce que ces règles-là permettent vraiment de faire respecter la dignité de la personne. Ces règles-là permettent aussi de faire en sorte que la question de l'apatridie soit réglée parce que quand on est apatride, on n'existe pas. Alors que bien qu'on soit humain, on n'existe pas et il faut que tout soit mis en œuvre pour que cette question, que les États traitent les questions d'apatridie pour que la personne ait une identité et que la personne puisse jouir de tous les droits comme tous les humains sur le territoire du pays dans lequel il a décidé de vivre. Ensuite, maintenant, et ça c'est vraiment le dernier point, c'est la mise en place de procédures
administratives et judiciaires de protection des personnes contre les pratiques arbitraires de l'État, c'est-à-dire l'absence de pratiques discriminatoires, pas de chantage à la nationalité en cas de possibilité, en cas de situation d'apatridie, le respect par les États des procédures judiciaires, surtout aussi le respect par les États d'un certain nombre de règles en matière de succession d'États. Enfin, le respect du droit à un procès équitable pour toute personne qui est en situation d'apatridie et qui veut faire respecter ses droits. Donc voilà, Madame la modératrice, un certain nombre de règles que la charte africaine, en tout cas le protocole à la charte africaine sur les aspects spécifiques du droit à la nationalité et l'éradication de l'apatridie ont posé. Vous voyez que vraiment de ce point de vue-là, l'Afrique est en train d'apporter une contribution remarquable au droit international de la nationalité, non seulement en changeant des perspectives, en introduisant de nouvelles perspectives concernant les populations nomades, concernant les populations transfrontalières, mais aussi en apportant des règles très claires sur la question de nationalité en cas de succession d'État. La protection spéciale accordée à l'enfant sur certains aspects aussi peut être considérée comme une addition que les États africains ont apporté au droit international des droits de l'homme et au droit international de la nationalité. On ne peut pas avoir pendant près de 10 ans fait tout cet effort d'élaboration pour que nos États ne fassent pas quelque chose pour non seulement éradiquer la nationalité, l'apatridie au niveau des pays, mais pour régler toutes les questions de nationalité qui se posent dans les pays africains. Je n'ai pas voulu vous donner de chiffres sur l'état, sur les questions d'apatridie en Afrique, parce qu'aucun État aujourd'hui en Afrique ne peut vous donner de chiffres, de statistiques très claires sur les apatrides dans leur pays. Et tous les États ont des apatrides sur leur territoire. Je dis bien tous les États, parce que tant qu'on n'aura pas réglé les questions de l'état civil, tant qu'on n'aura pas réglé les questions, la situation, par exemple, des réfugiés de longue durée, on aura toujours en face de soi des situations d'apatridie. Donc, si nos États veulent vraiment régler les problèmes de nationalité auxquels ils sont confrontés quotidiennement, si nos États veulent vraiment contribuer à l'éradication de l'apatridie, il faut que nos États fassent tout pour que ce texte-là puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible et que les Africains puissent jouir des dispositions que je viens de décrire afin de faire en sorte que le droit d'avoir des droits en Afrique puisse être une réalité parce que la nationalité a été décrite comme le droit d'avoir des droits. On ne peut pas avoir des droits si on n'a pas la nationalité, mais quand on a la nationalité, ça nous donne le droit d'avoir des droits. Donc, étant donné que je suis en face euh, ici en train de discuter avec de nombreux représentants d'État, je suis en train de discuter avec euh, de nombreuses personnes qui travaillent avec les gouvernements. C'est vraiment un appel que je veux faire ici pour terminer à ce que ce texte-là, qui va bientôt avoir 2 ans, puisse être signé et être ratifié par l'ensemble des États africains. Parce que dès que ce texte-là réunira 15 ratifications, il pourra entrer en vigueur et on pourra commencer à protéger les droits des personnes. Et au moment où je vous parle, aucun État, après 2 ans, de, 2 ans après l'adoption de ce texte, aucun État
n'a signé le document, encore moins ratifié le document. C'est vraiment un très sérieux problème. Et je peux vous dire que le HCR qui a contribué avec au travail de la Commission africaine font des pieds et des mains pour que les États ratifient et signent. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore obtenu ce niveau de ratification qui pourra nous permettre de faire des progrès dans ce domaine. Donc, je veux vraiment profiter de cette occasion-là pour lancer un appel à tous les Africains qui sont ici, pour s'ils ont le pouvoir ou s'ils ont la possibilité d'être en lien avec leur ministère, avec leurs autorités, pour qu'ils fassent la campagne, pour qu'on puisse vraiment œuvrer dans le sens de la signature et de la ratification de ce traité. Parce que ce traité-là, s'il est mis en œuvre, permettra vraiment aux Africains de pouvoir contribuer à l'œuvre d'intégration, de pouvoir travailler à vraiment l'unification du continent parce que à partir de ce texte-là, tous les Africains compteront dans les progrès que nous allons accomplir sur le continent. Voilà, Madame la modératrice, ce que je voulais dire. J'ai été un peu long, mais c'est fait exprès parce que le texte est tellement d'importance en termes de contribution du continent au droit international de manière générale, mais au droit international des droits de l'homme, qu'il me fallait aller un peu parfois dans les détails pour expliquer. Voilà ce que je voulais dire et je suis prêt à répondre aux questions qui me seront posées. Merci, Madame la modératrice. Dr. Kane, thank you so much for that wonderful introduction. It is an important issue. It is a complex issue. You have this long colonial history, which complicates things. You have the question of borders, the question of nomadic people. So I thank you very much for this very, very interesting lecture. We have questions for you. So I will begin, if that is all right with you. Okay, let's see. In the context where statelessness is politically or ethnically motivated, what role do you see regional bodies like the African Union playing in pressuring member states to comply with the protocol's commitments? Now, I note that you just said not a single state has ratified or signed the treaty yet, so this is a bit of a problem. But the question is for you, sir. Alors, est-ce que les questions d'apatridie et de nationalité sont des questions ethniquement ou politiquement motivées, ont des motivations politiques ou ethniques? Je dirais, bien sûr, il y a des motivations politiques. La décision de priver quelqu'un de sa nationalité est une décision politique. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière cette décision politique? Il peut y avoir plusieurs aspects. Vous savez, si je prends par exemple un cas que nous avons tous connu parce que qui a conduit à des centaines de milliers de morts, le cas de la Côte d'Ivoire, la motivation politique, c'était éviter qu'une personne qui se réclamait de la Côte d'Ivoire puisse participer à l'élection présidentielle et devenir président de la République. Le drame, c'est que non seulement on a eu des milliers de morts, mais la personne qu'on voulait priver de cette possibilité de devenir président est devenu président par la suite. Donc la perte, en réalité, c'était la perte des milliers de morts qu'on a eu dans le pays. Et c'est ça qu'on doit éviter à l'avenir. Parce que, vous savez, madame, quand on parle de la nationalité, nous tous, nous avons la nationalité d'un pays par accident. Parce que c'est la trajectoire de nos parents, c'est l'histoire de nos familles qui font qu'on a la nationalité de tel pays ou de tel pays. Donc, on doit tout relativiser lorsqu'il s'agit de nationalité et considérer qu'un être humain, à partir de l'instant où il est un être humain, il doit avoir un droit à la nationalité. Il doit pouvoir être rattaché à un État et on doit pouvoir lui donner la possibilité
de ce rattachement à un État. Mais pouvoir simplement, parce qu'on a des motivations politiques, priver quelqu'un de sa nationalité, c'est vraiment aller très loin. Je vous ai parlé du cas de Kenneth Kaunda, ancien président qui a dirigé, qui a conduit un pays à l'indépendance. Et après, simplement pour des raisons politiques, on le prive de cette nationalité. Je peux vous citer aussi le cas de quelqu'un qui a représenté pendant plus de 12 ans son pays dans un autre pays comme ambassadeur. Parce qu'il y avait des problèmes politiques, on a voulu lui enlever cela. Il est vrai que dans certaines circonstances, madame, aussi, parfois la dimension ethnique peut paraître. Je vous donne un exemple qui a été heureusement bien résolu. C'est le cas des migrants historiques au Kenya. Vous savez, le Kenya était un pays pendant la période coloniale qui a accueilli beaucoup de ressortissants d'autres pays, territoires anglophones d'Afrique. De ce point de vue-là, vous avez des personnes d'origine zimbabwéenne. À l'époque, ça ne s'appelait même pas Zimbabwe, ça s'appelait la Rhodésie du Sud, qui sont venus s'installer au Kenya. Vous avez des personnes d'origine mozambicaine, qui ne s'appelait pas à l'époque le Mozambique, qui sont venus s'installer au Kenya. Quand le Kenya a adopté et a accédé à l'indépendance, le Kenya, dans sa législation, a décidé que, a donné une liste d'ethnies qui pouvaient se réclamer de la nationalité kenyane. Et donc a exclu les autres étrangers, en tout cas, qui étaient venus et qui s'étaient établis sur le territoire kenyan de la nationalité. Qu'est-ce que ça a conduit? Vous avez les Nubiens qui étaient venus du Soudan, qui s'étaient installés, qui ne pouvaient pas obtenir la nationalité kenyane. Vous aviez les Shona qui sont venus du Zimbabwe, qui ne pouvaient pas. Vous aviez les Makonge qui sont venus du Zimbabwe, du Mozambique, qui ne pouvaient pas obtenir la nationalité. Il a fallu vraiment des campagnes, de nombreuses campagnes, notamment menées par le Kenyan Human Rights Commission au Kenya, pour que le gouvernement, l'ancien gouvernement de Uhuru Kenyatta, accepte que ces personnes-là ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé. C'était les puissances coloniales qui les avaient amenés ici. Et donc, qu'on doit les considérer maintenant comme appartenant à la nation kenyane du fait du lien approprié qu'ils ont avec les Kenyans. Et c'est comme ça qu'on a. Et pourtant, on aurait pu regarder cette question sous l'angle ethnique. Mais ce n'est pas simplement une question d'air. Parce que en 1962, lorsque le Kenya a accédé à l'indépendance, c'est une décision politique qui les a exclus de l'appartenance au Kenya en tant qu'État indépendant. Donc, vous voyez que derrière toujours ces questions d'apatridie, c'est des questions éminemment politiques et c'est par la politique qu'on règle ces questions d'apatridie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Heureusement, beaucoup de nos pays commencent maintenant à évoluer dans le sens de l'inclusion, dans le sens d'une meilleure gestion de la diversité. Et c'est cette gestion de la diversité qui va certainement nous mener à l'intégration africaine et à l'unité africaine. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question. Thank you. We have quite a few questions, and some of the participants have asked multiple questions. I think as a matter of fairness, I will just try to pick one question per person. Are the Commission's resolutions on the crises that have marked political life on the continent, particularly with regard to the issue of dual nationality among political leaders, not influenced by political objectives in the positive sense of the term? I think Ouais. you. Ouais, mais cette question est très intéressante. Vous voyez, et je peux même vous donner
des exemples précis parce que de plus en plus, cette question de la double nationalité se pose. Je peux vous dire, je peux dire à cette audience-là que dans le projet de protocole qu'on avait présenté, on avait une disposition qui justement parlait de la nationalité multiple. Parce que euh, on est dans un monde globalisé. Les Africains ont même décidé que leur diaspora, c'était la sixième région du continent. Or, une grande partie de la diaspora africaine ne vit pas en Afrique. Elle vit aux États-Unis, elle vit en Europe, elle vit au Moyen-Orient, elle vit même en Amérique aujourd'hui, latine. Et donc, euh, comment peut-on demander à cette diaspora de participer à la vie de la nation si on lui interdit de faire valoir sa nationalité au local? Parce que le fait d'avoir la nationalité du pays de résidence, nationalité anglaise, nationalité américaine ou autre, c'est une question pratique. Parce que quand vous avez la nationalité américaine et que vous vivez aux USA, ça vous facilite la vie. Mais ça ne fait pas de, ça ne vous exclut pas de votre appartenance africaine. Ça n'élimine pas votre appartenance africaine. Donc, les États doivent voir la question de la double nationalité de façon très pratique, de façon à faire en sorte que leur diaspora puisse vraiment jouer un rôle important dans la vie des États africains. Ça, c'est le premier, en tout cas, pour moi, c'est de façon générale, l'argumentaire que je peux présenter. Mais d'un point de vue juridique, peut-être que ces générations-là sont en train de disparaître, mais vous avez dans beaucoup de pays africains des gens qui peuvent avoir une nationalité multiple. Je suis de père sénégalais et de mère guinéenne. De par mon père, j'ai la nationalité sénégalaise, mais de par ma mère, j'ai la nationalité guinéenne. Mais personne ne peut m'empêcher de revendiquer ces deux nationalités. Personne ne doit m'empêcher de revendiquer ces deux nationalités-là parce que je les ai héritées de mon père. Le droit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'attribution de la nationalité, c'est à la fois par le père et par la mère. Donc, ces questions-là, quand on essaie de poser les questions qu'on ne peut pas avoir de deux appartenants, c'est qu'on n'a pas bien compris l'histoire de l'Afrique. Et cette histoire de l'Afrique est une histoire très complexe, même pendant la période coloniale. Vous savez, pour vous donner un exemple concret, la Constitution du Sénégal interdit expressément qu'un président de la République du Sénégal ait une autre nationalité. Mais on a eu un président de la République du Sénégal, en l'occurrence Abdoulaye Wade, qui était né français, parce qu'il est né pendant la période coloniale, et qui, lorsque le Sénégal est devenu indépendant, il n'était pas au Sénégal. D'un point de vue pratique, hein, il était en France parce qu'il était en train de passer son agrégation. Il est revenu au Sénégal, donc il avait la double nationalité. Il a gardé cette double nationalité. Quand il se présentait comme candidat, on n'a pas beaucoup vérifié, mais il avait une double nationalité. Quand son fils a voulu revendiquer cette double nationalité, parce que son fils, sa mère est française, son père est sénégalais. On l'a éliminé de l'élection présidentielle à cause de cette question de la double nationalité. À y regarder de près, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que par sa mère, il est français. On ne peut pas lui enlever cela. Donc, vous voyez que c'est des questions tellement compliquées, mais nous, quand on l'a posé, puisque des experts étatiques qui règlent le problème, ils ont aussitôt évacué cette question-là. Mais vous verrez que ces questions-là vont demain se poser avec plus d'acuité parce que ce sont nos États, nos dirigeants eux-mêmes qui appellent nos diasporas à venir jouer
un rôle de plus en plus important dans nos pays. Mais si vous regardez nos diasporas aujourd'hui, c'est des diasporas créolisées. Ils sont à la fois africains, mais ils sont aussi ressortissants dans leur pays. Parfois, ils se sont mariés à l'étranger, ils ont eu des enfants qui ont des identités multiples. Ces identités multiples-là doivent être une richesse et non un obstacle. Voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Thank you, Dr. Kane. I think you are going to be very happy to answer this next question. Considering the ongoing problems of securing ratifications across the continent for various treaties, what do you think are the best approaches we can take as civil society to promote and ensure ratification? Is it a broader strategy, including various instruments? Is that a good idea? Or do you think focusing on each instrument specifically will be more successful? Vous savez, sur cette question, moi-même qui vous parle, j'ai beaucoup travaillé par le passé sur la ratification des traités. Madame, je peux vous dire par exemple que euh, avec quelques collègues, nous avons tout fait pour que le protocole à la Charte africaine relative à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples puisse être ratifié, pour que la Cour puisse être installée. Donc, nous avons organisé des campagnes. À l'époque, les campagnes que nous avions organisées, c'était des campagnes régionales. On a organisé à Niamey une réunion pour les États de l'Afrique de l'Ouest. On a organisé à Gaborone une réunion pour les États de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. On a organisé à Libreville une réunion pour les États de l'Afrique centrale. Par ces 4 réunions, on a eu le nombre de ratifications qu'on voulait. Mais ça, je peux dire, c'est l'ancienne époque. Et puis, c'était un traité sur la Cour africaine. Ce n'est pas problématique. Mais si vous parlez de nationalité, là, ça peut être tellement problématique et surtout parler d'éradication de l'apatridie, ça peut être tellement problématique que parfois les États vont hésiter. Je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a pas un pays en Afrique qui doit être plus pressé que la Côte d'Ivoire pour adopter ce texte-là. Jusqu'au moment où je vous parle, madame, il y a plus d'1 million d'Ivoiriens, en tout cas de personnes vivant en Côte d'Ivoire qui ne connaissent pas leur nationalité. Alors que ce texte-là, si on le ratifie aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça va régler en partie les problèmes de nationalité qui posent. Et pourtant, la Côte d'Ivoire n'a ni signé ni ratifié. Pire, un des candidats à l'élection présidentielle du mois d'octobre a été éliminé pour des questions de double nationalité. Donc, vous voyez que sur cette question en tout cas, sur ce protocole particulier, il va falloir faire preuve de tact et surtout, pour moi, il faut être innovateur en ce sens que euh, approcher la question de l'adoption, de la signature de ce traité par rapport aux réalités du pays. Un pays comme le Kenya qui aujourd'hui essaie même d'identifier les autres groupes ethniques qui n'ont pas, les autres groupes qui se trouvent sur son territoire et qui doivent avoir la nationalité, on peut facilement faire campagne dans un pays comme celui-là que dans un pays où des problèmes politiques se posent et les gens peuvent trouver. Mais vous avez aussi des pays qui n'ont jamais eu ce genre de difficultés. Prenez le Bénin, prenez un pays comme le Cap-Vert ou île Maurice, qui n'ont jamais eu ce genre de problème et qui ne feront pas de difficultés à travailler pour une ratification rapide de ce document. Donc, je pense que pour ce traité en particulier, ça doit être à la carte. Les ONG doivent utiliser le contexte national pour vraiment travailler à la promotion de la ratification du texte. Quand on a un pays où le quart de la population est pastoraliste, on a intérêt à régler ce problème-là. Parce que ce problème-là permet de faire en sorte que le pays puisse compter ses concitoyens. Mais dans d'autres situations, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile. Et pour moi, l'essentiel, c'est de travailler pour que
les États comprennent que en éradiquant l'apatridie, on fait en sorte que tout le monde puisse compter. Euh, mais l'angle d'approche aussi, c'est la question de l'éradication de l'apatridie. Parce que ici, vous savez, euh, le protocole non seulement aide à faire en sorte qu'on identifie les apatrides, qu'on trouve des solutions à des problèmes, mais en le faisant, on contribue à développer une unité nationale. Et l'exemple du Kenya est là pour le prouver. Il y avait pendant très longtemps des gens qui étaient totalement exclus de la société de ce pays-là. Totalement exclus. Madame, je vous dis, la première fille Shona qui a eu un diplôme universitaire l'a eu en 2020. Le Kenya a eu son indépendance en 1962. Imaginez, entre 1962 et 2020, il n'y a jamais eu il y a eu beaucoup d'enfants qui sont nés, mais jamais un enfant n'a pu avoir le bac pour même aller s'inscrire à l'université parce que il n'avait pas comment dirais-je encore, ils étaient apatrides, ils ne pouvaient pas aller à l'école, ils ne pouvaient absolument rien faire. Absolument rien faire. Dieu seul sait comment ces gens-là ont pu survivre pendant une soixantaine d'années. Dieu seul le sait. Mais aujourd'hui, à force d'abnégation, on a eu des diplômés. Et ces diplômés-là, ils vont soigner qui? Ils vont soigner tous les Kenyans. Ils ne vont pas seulement soigner la communauté extérieure. Donc, c'est vraiment l'angle de la fin de l'apatridie, à mon avis, qui peut vraiment contribuer à faire avancer ce dossier du traité et montrer qu'on peut aller de l'avant lorsqu'il s'agit de compter toutes les personnes qui vivent dans un pays. Very good. The questions are coming in. We will not have time to answer all of them, but I will do my best. The next question, how can the protocol promote African citizenship and integration? Ah, ça c'est une question intéressante. Vous savez, euh, si le protocole permet d'identifier les Africains, si comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenant le cas du Kenya, si le protocole permet, et les choses sont liées les unes aux autres. Madame, peut-être que l'exemple du Kenya que je vais vous montrer prouve à suffisance que si on règle un problème, on règle en même temps tous les problèmes. Vous savez, j'ai vécu, je parle du Kenya parce que j'ai vécu au Kenya pendant 8 ans. Euh, la première fois de ma vie, en 1998, en tant que citoyen sénégalais, quand j'ai fait une demande de visa pour venir au Kenya, on m'a dit, tu ne peux pas avoir le visa immédiatement, il te faut 3 mois pour que ta demande de visa puisse être examinée. 3 mois après, j'ai reçu un appel de l'ambassade du Kenya pour me dire, finalement, on a approuvé ton visa. Euh, Ça vous montre à quel point, en 98, à quel point les trucs étaient polarisés. En 2022, non seulement le Kenya dit tous ceux qui habitent au Kenya doivent venir et pouvoir obtenir la nationalité, qu'ils le fassent. Il y a 2 semaines, le gouvernement kenyan a décidé, après avoir résolu toutes ces questions, que tous les Africains peuvent maintenant obtenir le visa d'entrée au Kenya à l'aéroport ou au port ou au point d'entrée. Avant, il fallait faire beaucoup de formalités sur Internet et autres. Ça a été maintenant absurde. Ce n'est plus nécessaire. Vous pouvez prendre n'importe quel avion, vous arrivez à l'aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi, vous avez votre visa d'entrée. Vous voyez comment, en réglant ces questions-là, on est arrivé maintenant à créer les conditions. Tout ça, ça va dans quelle direction? Ça va dans la direction de l'intégration africaine. Parce que nous sommes tous africains, c'est ce que le Kenya semble dire,
travaillons pour que... Et puis, plus les gens vont voyager, plus les gens vont euh, aller les uns vers les autres, plus ils vont se connaître, plus ils vont se comprendre, et plus le commerce africain va se développer, les relations entre les Africains vont se renforcer, les gens vont se marier entre eux, et plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la question de la double nationalité sera réglée. Parce qu'à partir du moment où les gens se comprennent, où les gens se mettent, dans 10, 15 ans, la question de la double nationalité va être une question que les Africains eux-mêmes vont régler. Donc, vous voyez que en réglant les questions d'apatridie, en réglant les questions de nationalité, finalement, on travaille pour l'intégration africaine. C'est la meilleure façon de travailler pour l'intégration africaine. Parce que c'est l'idée que nous appartenons tous à une communauté, nous appartenons tous à une famille, nous appartenons tous à un continent et nous avons pratiquement la même identité, même si nous sommes dans des États qui sont différents, dans des États avec des noms différents. Mais nous sommes, demeurons et resterons toujours africains. Et c'est ça l'élément central. Et ce texte-là ne fait que travailler dans cette direction. Ce texte dit, même si des États vont se séparer, mais ces États, même en se séparant, ils vont régler ensemble les questions de nationalité des gens qui vivaient sur leur territoire. Ça, c'est aussi travailler pour l'unité africaine. Faire en sorte que ces gens-là demeurent des Africains, qu'ils appartiennent à l'Afrique, qu'ils appartiennent à l'un des États qui sont en train de se séparer. Very good. We have another interesting question for you. Were African states truly aware that this text provided a solution to a problem that they are facing? Or is it yet again a text that was driven by actors external to Africa? Je veux dire, totalement, les États africains ont été conscients du contenu de chaque disposition du texte. Vous savez, je vous ai dit, ce texte-là, madame, a pris presque 10 ans pour être adopté. Entre son élaboration et son adoption, ça a pris 10 ans. Vous savez, ce texte-là, contrairement à beaucoup de textes africains, avant même, parce que peut-être que c'est important de donner une petite idée de comment les traités sont adoptés en Afrique. Euh, Même si, par exemple, pour un traité de droits de l'homme, la Commission africaine peut faire des propositions. Une fois que la proposition est acceptée, le texte suit une certaine procédure. Il est examiné par un comité technique spécialisé qui s'occupe de la problématique que règle le traité. Une fois que ce comité technique spécialisé a approuvé le texte va vers une autre commission technique spécialisée qui est la commission technique juridique et judiciaire, qui est d'examiner les aspects juridiques du texte en conformité avec les textes de l'Union africaine. Et ensuite, maintenant, va au niveau du Conseil exécutif pour être adopté par les organes délibérants de l'UA. Pour ce texte-là, on a non seulement fait passer par cette procédure-là, mais avant de passer par cette procédure-là, on a organisé 4 réunions au niveau des experts pour s'entendre sur le contenu du protocole, sur un certain nombre de dispositions du protocole, sur quelles sont les problématiques qu'on va traiter. Je n'ai pas voulu aller dans le détail. Vous savez, s'agissant de l'enfant, par exemple, dans les pays du Maghreb, les pays du nord de l'Afrique, ils ont une pratique qu'ils appellent la kafala. La kafala, c'est un peu le confiage. On confie un enfant à son oncle, on confie un enfant à sa tante, on confie un... Et le fait de confier un enfant crée des liens tels que l'enfant finit par être un membre de la famille. Et parce que l'enfant finit par être un membre de la famille, les États de cette partie de l'Afrique ont demandé
à ce que la kafala puisse être prise en considération comme un élément qui permet de donner la nationalité à l'enfant. Ça a été accepté. Ça a été accepté parce que c'est une réalité africaine. Vous voyez, la question du pastoralisme, c'est une réalité africaine. Personne n'est venu imposer cette question-là. C'est les pays africains, les pays sahéliens le vivent. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de crises qui sont liées au fait que, peut-être à cause du changement climatique, les pastoralistes vont dans des zones qui ne sont pas les leurs. Mais la RDC, qui est un pays presque totalement forestier, connaît aujourd'hui des pastoralistes qui viennent de la République centrafricaine. Si ces pastoralistes centrafricains viennent en RDC et vivent là-bas de manière plus ou moins régulière pendant 4 ou 5 ans, font des enfants, ces enfants-là vont être de quelle nationalité? C'est le traité qui permet de régler cette question-là. Donc, c'est pas du tout, alors, pas du tout un texte qui a été pensé ailleurs pour être appliqué aux Africains. Ce sont les Africains qui ont vraiment élaboré ce texte-là du début à la fin. On a eu le premier groupe de travail qui s'est réuni en Tunisie à la demande de la Commission africaine, était composé uniquement d'Africains. Et tout le travail qui a été fait de manière subséquente a été fait par des Africains et on a même, en termes de méthodologie de travail, vraiment fait des choses extraordinaires. On a élaboré un document qui est le document de base du traité qui essaie de donner, c'est une note explicative de toutes les dispositions du traité et qui peuvent te dire d'où vient telle norme dans tel article du traité. Vous ne verrez jamais ça dans n'importe quel traité. D'ailleurs, en Afrique, on n'a même pas de travaux préparatoires des traités africains, à commencer par l'acte constitutif de l'Union africaine. Mais nous, on a fait l'effort de changer cela en essayant d'avoir une note explicative pour toute disposition du traité. Et cette note explicative existe dans toutes les langues. Si vos participants sont intéressés, on peut par vous le faire parvenir pour qu'ils puissent voir le contenu et savoir que c'est vraiment élaboré par des Africains et pour des Africains. Thank you. I think it would be extremely helpful if you could send Mhm. that to us and Yeah, we will yeah. forward it to the participants. I have another question, and then with apologies, I'm going to have to switch to my phone because I've translated the questions in French, but I will ask you this question. The sense I'm getting from the questions I'm reading is that the participants, I think, have been moved by your lecture. I know I have. I did not realize the extent of the problems in Africa. You're not talking about a few people or even thousands. I think you're talking about millions of people. So the next question is, even though the countries have not signed or ratified the protocol, what role do you think national organizations can play in trying to eradicate statelessness? Ça, c'est une question très intéressante. Vous savez, la question de l'apatridie est une question différente d'un pays à un autre. Mais il y a dans presque tous les pays africains des éléments sur lesquels, si on est sérieux, on peut vraiment œuvrer à l'éradication rapide. C'est par exemple la question de l'état civil. La première chose dans tous nos pays, c'est l'état civil, la fiabilité de l'état civil, le fait qu'on puisse enregistrer toutes les naissances. Et ça, c'est un problème sérieux. D'abord, le maintien des archives est un problème dans nos pays. La transcription des naissances est un problème dans nos pays. Et si on peut régler ces problèmes euh, de, d'état civil, on a réglé une bonne partie des questions d'apatrie.
Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que on doit aussi être clair sur quelles sont les preuves de la nationalité, sur quel élément on peut se baser pour dire telle ou telle personne est le national d'un pays. Il y a une affaire qui a défrayé la chronique en Tanzanie. C'était une affaire dite Anudo, qui est un citoyen tanzanien, quelqu'un qui se considérait comme tanzanien pendant plusieurs. La personne a même participé à des élections en Tanzanie. Mais un beau matin, il est allé pour faire renouveler son passeport. On lui a dit, oh, ton nom là, ça sonne un peu kenyan, donc tu n'es plus tanzanien. Il pensait que c'était une farce, mais c'est devenu une réalité parce que lorsqu'on l'a pris, on l'a menotté et on l'a amené à la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Et le problème, il est simple, c'est qu'en Tanzanie, jusqu'à présent, pour prouver sa nationalité, il faut amener des affidavits. 2 ou 3 personnes jurent que c'est toi, tu as la nationalité du pays, et avec ce document, tu vas au niveau de la justice pour obtenir tes papiers. C'est à la fois très simple, mais c'est aussi artificiel. Parce que si la prochaine fois, tu n'as pas aussi deux personnes qui sont prêtes à confirmer que tu es national, c'est fini, tu n'as pas la nationalité. Vous savez, et ça, c'est un problème très sérieux dans les pays. Au Kenya, ils avaient une pratique qui n'était pas, même pas légale au début. C'est le vetting. Ils appellent ça vetting en anglais. Vous appartenez à une communauté, vous avez votre extrait de naissance, mais puisque vous êtes dans une communauté frontalière, c'était la frontière avec ou l'Éthiopie ou la Somalie, le chef de votre communauté doit dire si oui ou non vous appartenez à la communauté. Donc, si votre famille a des problèmes avec le chef de la communauté, c'est fini, vous n'êtes pas kenyan. Vous voyez que parfois, on a de ces pratiques-là qui sont des pratiques horribles et qui fragilisent la nationalité d'un individu. Ça, je pense qu'en Afrique, on doit arriver à régler ces problèmes-là. On doit arriver à régler. D'autant plus que maintenant, pour la question de la naissance, les technologies modernes aident à régler les problèmes de naissance. Euh, et les technologies modernes permettent aujourd'hui même je me rappelle d'un cas aussi où le père a même demandé, parce que la nationalité du père n'était pas déniée par l'État, le père a dit, mais faites un test DNA pour savoir si c'est mon enfant ou pas. Mais les autorités ont refusé parce que la motivation était politique. Donc, vous voyez que, et donc, si on arrive à régler ces problèmes structurels de nos systèmes, on peut arriver. Troisième point, je pense qu'on doit judiciariser toutes les affaires qui ont un trait avec les questions de nationalité. La justice, si elle est interpellée, elle peut se prononcer sur la base d'éléments importants. Parce que c'est à travers la justice qu'on a changé la charge de la preuve. Si vous, vous dites que je ne suis pas le national, ce n'est pas à moi de prouver que je suis le national, c'est à vous de prouver que je ne suis pas le national. Et ça, seule la justice peut faire fonctionner un tel argumentaire. Et ça va vraiment pousser les États à être encore plus regardants dans la manière de traiter les gens en disant, vous n'êtes pas de ce pays, vous n'êtes pas de ceci, vous n'êtes pas de cela. Et je pense que ça, ce sont des pistes que je peux proposer, mais de manière générale, c'est pour régler la question de la patrie, ce sont ces questions-là. Aujourd'hui, on a 1001 possibilités de régler ces questions d'apatridie-là et de faire en sorte que euh, chacun puisse avoir une identité et chacun puisse jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par les lois et la constitution du pays. Mm.
The next question is quite interesting. As some of the participants may know, the International Court of Justice delivered a historic landmark advisory opinion on climate change yesterday, indicating that states do have obligations, and the African Union participated in that process. So this is an interesting question for you. Does the protocol address the right to nationality of populations from states that might lose their territory due to rising ocean levels resulting from climate change? Bon, cette question-là, bon, on n'a pas encore d'éléments pratiques pour régler cette question, mais je peux vous dire que euh, actuellement sur le continent, il y a, vous savez, la question de la nationalité, euh, euh, elle a des liens territoriaux, c'est vrai, mais aussi c'est lié à des individus. Si votre père est le national d'un pays, votre mère, c'est votre nationalité dépend aussi en partie de cela. Alors, la dimension territoriale, elle est importante, mais cette dimension territoriale euh, n'est pas la seule à pouvoir déterminer la nationalité de la personne. Ça, c'est la première réponse que je donnerai. La deuxième réponse que je donnerai, c'est que, vous savez, dans une affaire qui a opposé, je pense, le Burkina Faso au Niger ou le Burkina Faso ou le Niger au Bénin, il y avait la question de la nationalité dans la délimitation des frontières des gens qui vivaient sur une île. Cette île, pendant la période sèche, il n'y a pas d'eau, donc les gens y viennent. Et mais pendant la période hivernale, elle est totalement submergée, tout le monde fuit. Et la question était de savoir, mais quelle était la nationalité des personnes qui sont liées. Et la Cour de justice, justement, euh, euh, c'était la première affaire dans laquelle la internationale de justice a dit que ceux qui vont aller sur le terrain pour refaire le tracé des frontières, qu'ils s'intéressent aussi à la situation des personnes qui sont affectées par ce problème. C'était la première fois, alors que la Cour avait examiné beaucoup d'affaires liées au tracé des frontières, mais n'avait jamais parlé de la situation des personnes. Elle avait seulement parlé de la situation du tracé des frontières. Et, et la Cour doit ce shift euh, à l'opinion d'un des juges, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, Cassando, je pense, qui est un juge qui était brésilien, qui était même président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme avant de venir à la Cour de justice internationale, qui a dit que, et je peux même vous dire, vous citer, comment dirais-je encore, euh, une de ces citations parce que ce juge-là était vraiment comment dirais-je encore, un juge qui avait une profondeur de pensée qui était extraordinaire. Et il disait grosso modo que un État, quelles que soient les situations, que l'État a une vocation humaine, qu'un État a une vocation humaine, que le rôle d'un État, c'est de gérer des humains. Et que donc, quelles que soient les situations qui se présentent, ce sont les humains qui doivent être la préoccupation des États. Et que dans cette perspective-là, il faut qu'on trouve des solutions aux personnes qui sont affectées par tel ou tel problème. Donc, vous voyez, et donc ma réponse sera celle-là, puisque ce sont des États qui vont gérer ces situations, ce sont des États à vocation humaine, c'est à eux aussi de trouver une solution à ce problème-là de cette manière-là.
I believe you are speaking of Judge Cansado Trindade. Exactly. Exactly. I had the privilege of knowing him, and he recorded several lectures for me when I was with the United Nations. They are on the Audiovisual Library of International Law. And he believed that international law should be in the service of the people. He was an extraordinary man, a great humanitarian. Exactly. Yeah. Okay, the next question is rather long, so I will read it slowly. With the advent of this protocol, I believe that the principle addressed in the Nottebohm case, according to which nationality falls solely under domestic law, is challenged. So this person believes that the Nottebohm case is challenged by this protocol. Therefore, was it still necessary for the nationality protocol to keep referring back to domestic law? Wouldn't that create additional obligations for states to domesticate the protocol into their internal legal systems through implementing legislation? Whereas, in view of its content, the protocol could have direct application or direct effect once ratified. Je ne pense pas du tout. L'affaire Nottebohm, qui le Liechtenstein a un État de l'Amérique latine, je pense c'était le Honduras, hein, était une affaire qui était assez simple, c'est-à-dire quelle était la nationalité effective, parce que le monsieur, puisqu'il fuyait une situation, il est allé chercher une nationalité fictive, si je puis dire, pour sauver sa peau. Et le problème, c'était de savoir quelle était la nationalité qu'on devait prendre en considération dans ce cas. Alors que ça, c'était juste le lien entre la personne et un État. Ici, on est en train de parler de droits de la personne humaine. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Ici, on parle de droits de la personne humaine. Et depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment en son article 15, la question de la nationalité est devenue une question de droits de la personne humaine. Ici, on est dans un protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et on parle de questions de nationalité sous l'angle des droits de la personne humaine. Donc, ça n'a rien à voir avec... Et les États, lorsqu'ils vont être chargés de mettre en œuvre cette disposition-là, mettront en œuvre cette disposition comme ils mettent en œuvre la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que c'est un protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et traite des questions de la nationalité, des questions de droits de l'homme. Pas des questions de, comment dirais-je encore, des questions politiques telles que examinées par l'affaire Nottebohm. L'affaire Nottebohm, c'était quelqu'un qui voulait fuir ses responsabilités et qui a été rattrapé par le droit. C'était tout. Alors qu'ici, on parle de respect du droit de la personne, de respect de la dignité humaine et autres. Donc, c'est totalement de problèmes différents et donc l'approche sera totalement différente au plan national. Dr. Kane, if you agree, I'm going to ask one last question, and then I want to give you a chance to offer some concluding remarks and to advocate for your protocol. Yeah. I know your English is perfect, so you may want to make this appeal in English and French because the translations are pretty good, but not perfect. So this is the last question, and I'm sorry, we just don't have time to take all of the wonderful questions. So the question is, could UNHCR offices in Africa organize seminars to raise awareness and promote this important legal instrument? Madam, they are already doing that. They are already doing that. You know, the UNHCR, compared to many UN institutions, has offices in almost all African countries. The UNHCR did a lot of work around the eradication of statelessness. You know, in West Africa, for instance, which is the first region worldwide to have adopted a declaration
committing the 15 member states to eradicate statelessness. That declaration was adopted in 2015 in Abidjan. Since then, since the declaration, there is a plan of action for eradication of statelessness. And in each of the 15 countries, you have a focal point on statelessness, whose job is, and he's a civil servant, whose job is to help the state to really implement the plan of action of the UNHCR adopted by ECOWAS, because that plan of action was adopted by ECOWAS. And that's why now, since 2015, in each of the 15 countries, you have indication on a number of stateless persons. In the past, we didn't have that. Nobody knew in the past who was stateless. But because now you have focal point, because they are working with the UNHCR people, now you are having information on stateless person. Even the country like Senegal, where in the past we used to say we don't have stateless person, but we start saying, oh, there are people at risk of statelessness. There are people, you see. So that move itself, it's a real step towards the eradication of statelessness, because states are doing everything to ensure that people who are on their territory, we know them, they have identity, they can also claim nationality of the country or of the other. And two, also those countries have done also through the focal point, have adopted legislation on statelessness. And that legislation on statelessness is very important because statelessness is seen as a transition. When you get the status of stateless person, it's a transition to a nationality. For example, in Senegal, you need 3 years after you have the status. 3 years you can get the nationality, either of Senegal or another country. But it cannot be more than 3 years. State has an obligation to do so. And all this work was done in collaboration with the UNHCR and in collaboration with and what I've said for West Africa is the same system that was elaborated for Central African region with the Great Lakes region. And it's the same also that was adopted in Southern Africa, SADC region. So you have at least more than 35 to 40 African countries where you have focal point on statelessness, working in close collaboration with UNHCR to end statelessness on the continent. That itself is something very interesting. It's amazing. I said that was the last question, but I have one follow-up question. Yeah. The participants seem very interested, and the question that they often ask, which is wonderful, what can I do to help? I assume that they can go on the internet and find out where these UNHCR offices are and follow their work and find out if there's a seminar. This information would be on the internet, right? Yes, yes. Any UNHCR office know the focal point on statelessness in the country. Okay, very good. And you can also have information on the different declaration, West Africa, Great Lake region, Southern African region, they all have adopted a declaration on statelessness. Even the Pan-African Parliament is now, at the moment, finalizing a model law on how to eradicate statelessness on the continent. This is for the different parliament of the continent. Now, I think it's just people getting mobilized at the national level to really encourage states to sign, ratify the protocol, because if the protocol is signed, the signature of the protocol shows a commitment to do something about statelessness. And then after, when you ratify, then now you are more obliged, you will do more things about the ratification. I want to end this conversation with this idea. We are in Africa, we are living with millions of people whom you see in every single day, but who don't exist in law.
That's the reality of statelessness. So if we want people to count, and sometimes this reality comes out when children want to go for education, women want to give birth, you know, in many of those situations, or you want to get married, said the officer said, I can't marry you because you don't exist legally speaking. So you understand, and this is why it's really important for all of us to be engaged in this, to be mobilized for this cause, because if this cause is won, it will help all African to count, and it will help us to really get better organized, better, you know, we have so many other challenges on our continent, economic, social, political, that if we don't count the people who can do this job for us, we are losing the battle. You will not lose the battle. I have great hope. So, I first hope of so. all, I want to thank you for that enlightening, very powerful lecture. And you said those were your concluding remarks, but I give the floor to you with my thanks. Whatever you wish to say to the participants in closing, en français, en anglais. No, as you what wish. I really would like to say is also the fact that we should not look at this treaty only as another AU treaty. It's a treaty that decolonizes our legislation on nationality. You know, now that we have this kind of treaty, it will help us to be real African, to really deal uh, with our issues with another mentality, with another perception, with another view. We are not looking at uh, our neighbor as the other people. We are looking at our neighbor as sister, brother. And I think this treaty can help us to do that. And this also, we are in the context where we think that we should get united. It can help us to be more and more united. And that's why we need to do everything to make it a reality. Making a reality is first signing it and make sure that it's ratified for the benefit of all Africans. Thank you so much, Dr. Kane. Perhaps we should have a follow-up lecture next year to see where we are. Exactly. I will be more than happy to do that.